Please be seated. Veuillez vous asseoir. Maintenant, je vais donner la parole au procureur. Vous avez la parole pour continuer. Thank you, Madam President, Your Honors. Madame Croft, merci Madame la Présidente, Mesdames les juges. Je m'appelle Robin Croft et je vais aborder deux sujets aujourd'hui. Premièrement, je vais présenter les éléments contextuels de crimes contre l'humanité. Et deuxièmement, je vais exposer les preuves concernant la responsabilité pénale individuelle de Duterte dans les crimes de l'espèce. J'en arrive d'abord aux éléments contextuels. Madame la Présidente, Mesdames les juges, les éléments contextuels des crimes contre l'humanité sont établis dans le cas présent parce que d'abord, il y a eu une attaque contre la population civile aux Philippines. L'attaque visait des civils soupçonnés d'être impliqués dans les crimes liés à la drogue et d'autres formes de criminalité. Les crimes du statut de Rome incriminés dans cette affaire font partie de cette attaque. Deuxièmement, l'attaque était généralisée et systématique. Et troisièmement, l'attaque a été menée conformément ou en vertu d'une politique d'État ou d'une organisation. Cette politique visait à neutraliser les criminels présumés aux Philippines par des crimes violents, y compris le meurtre. Les preuves établissant les éléments contextuels du crime contre l'humanité sont exposées au paragraphe 71 à 86 de notre mémoire de pré-confirmation. En ce qui concerne la nécessité d'une attaque, notre argument est le suivant. À partir d'au moins le 1er novembre 2011 jusqu'au 16 mars 2019, l'escadron de la mort de Davao, DDS, et ou le réseau national ont mené une attaque visant des civils présumés être des criminels. Mes collègues vous ont expliqué comment, entre 2011 et 2016, l'attaque s'est concentrée à Davao. Puis, en 2016, Duterte est devenu président. Et ses co-auteurs et lui ont étendu l'attaque à l'échelle nationale. Ils ont utilisé le réseau national pour cela, qui, comme M. Jérémy l'a expliqué, était composé d'acteurs étatiques tels que les forces de l'ordre, ainsi que des agents non policiers et des tueurs à gages. Madame la Présidente, les lieux où les meurtres ont eu lieu contenus dans les chefs d'accusation 1 à 3 de notre document contenant les charges sont indiqués sur la carte affichée à l'écran. Ils comprennent 76 meurtres qui eux-mêmes satisfont au seuil des actes multiples constitutifs d'un schéma de comportement. Mais comme l'a noté M. Nichols, les crimes des chefs 1 à 3 sont représentatifs et emblématiques de la campagne de tuerie plus large. Et l'accusation s'appuie sur un ensemble de preuves pour établir que l'attaque était composée de milliers de meurtres et d'autres crimes violents au sens de l'article 7.1. Ces preuves comprennent notamment des données et des déclarations des acteurs documentaires, les témoignages dont ceux de témoins initiés, des analyses d'experts et les admissions des agences étatiques philippines dans leurs rapports publics. Je vais vous expliquer, Mesdames les juges, certains de ces éléments. Pendant la mandature de Duterte, en tant que maire, des centaines de civils présumés criminels ont été tués à Davao. À l'écran, vous voyez un graphique avec des données sur les exécutions extrajudiciaires dans la ville de Davao, basées sur des reportages publics. Les données sont indiquées à l'intercalaire 116. Cela montre qu'entre 2012 et 2015, il y avait au moins 274 morts à Davao. Ces données sont corroborées par des témoins initiés du DDS. Plusieurs témoins du DDS disent qu'ils ont chacun tué des centaines de criminels présumés pendant qu'ils étaient avec le DDS. Vous pouvez constater d'après ces diapositives une citation d'un des témoins qui dit et qui estime que, et je cite, « Entre 1500 et 2000 personnes, fin de citation, sont enterrées à la carrière de Laoud.
La carrière n'était qu'un des nombreux endroits où le DDS a jeté des corps à Davao, autour de Davao. Anglais 37. Le même témoin a dit qu'il avait personnellement tué des centaines de personnes. Il décrivait leur travail au DDS comme étant, et je cite, « simplement de tuer des petits criminels, des petites frappes. Sur les près de 300 personnes que j'ai tuées, je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de tuer un baron de la drogue. » Fin de citation. Anglais 34. Les propos de ce témoin montrent clairement que la cible de l'attaque étaient des personnes soupçonnées d'être des criminels à Davao. Mesdames les juges, un autre témoin du DDS, qui a également tué des centaines de personnes, a déclaré que le DDS ciblait, je cite, « des criminels présumés à Davao, y compris des utilisateurs et des trafiquants de chabou. » Fin de citation. Anglais 58. Mesdames les juges, comme vous l'avez entendu précédemment, Duterte a lui-même admis publiquement avoir tué environ 1700 personnes alors qu'il était maire de la ville de Davao. Et je cite, « Ils disent que j'ai tué 700. Ils ont sous-estimé. Disons environ 1700. » Fin de citation. Anglais 10, 10.1, 10.2. Ces éléments, les données collectées par des organisations indépendantes, les déclarations de témoins initiés sur des centaines de personnes qu'ils ont tuées chacun, et l'aveu même de Duterte d'avoir tué 1700 personnes à Davao, alors qu'il en était le maire, montrent tous que l'attaque s'est répandue à l'époque où il était maire. Et l'attaque a continué de se généraliser après que Duterte soit devenu président, lorsqu'elle s'est étendue à travers le pays. La victimisation s'est accrue, les centaines de morts durant la période de la mandature à Davao, devenant des milliers durant la période présidentielle. Vous voyez une carte des Philippines sur la diapo. Les couleurs indiquent les lieux et la densité des meurtres dans les campagnes anti-drogue illicites. Les points violets indiquent une zone avec 1 à 10 meurtres, tandis que la zone jaune indique 500 meurtres. C'est ainsi que les meurtres se sont déroulés tout au long de la période présidentielle. Mesdames les juges, cette carte est basée sur des données collectées par une organisation indépendante qui a enregistré au moins 5 823 meurtres antidrogue pendant la période présidentielle. Les données sont enregistrées à l'anglais 104. Ces données montrent que l'attaque durant la période présidentielle était généralisée. Comme vous pouvez le voir, mesdames les juges, à cette carte, cela s'est produit à travers le pays, sur plusieurs années, et des milliers de civils ont été tués. L'administration de Duterte a effectivement admis le volume important de l'attaque. Ils ont admis que des milliers de personnes ont été tuées lors d'opérations antidrogue alors que Duterte était président. À titre d'exemple, dans le rapport de fin d'année de 2017 de l'administration Duterte que vous pouvez voir à l'écran, l'administration a admis que 3 967 personnalités de la drogue sont mortes lors d'opérations antidrogue au cours de la première année et demie de la présidence de Duterte, anglais 106. De la même manière, l'Agence philippine de lutte contre la drogue, PDEA, a admis que 5 281 personnalités de la drogue sont mortes lors d'opérations antidrogue au cours des 2 premières années et demie de la présidence de Duterte, anglais 98. Ces aveux corroborent la nature généralisée de l'attaque. Ils montrent que des milliers de personnes ont été tuées. Mesdames les juges, en plus d'être généralisée, l'attaque fut aussi systématique dès ses débuts et ce, pendant toute la période incriminée. Les caractéristiques des opérations du DDS témoignent du caractère systématique marquant cette période alors qu'il était maire. Et les éléments se trouvent dans notre mémoire au paragraphe 35 à 36, 88 et 98. Des témoins initiés ont décrit comment, à maintes reprises, les opérations de meurtre suivaient le système affiché à l'écran. La même structure hiérarchique a été suivie. Comme l'a expliqué M. Nichols, les ordres passés de M. Duterte au sommet
à travers une combinaison d'autres co-auteurs, aux responsables de l'équipe DDS concernée, puis enfin aux responsables physiques en bas. Les équipes DDS composées de tueurs à gages policiers et non policiers ont commis les meurtres. Les caractéristiques des meurtres étaient également nettement similaires. L'identité ou la localisation de la victime a été communiquée au DDS par un informateur. Les auteurs du DDS arrivaient fréquemment sur la scène du crime ou fuyaient la scène à moto. Ils tiraient sur leurs victimes ou les poignardaient à bout portant. Les victimes étaient ciblées au motif qu'elles étaient accusées d'être des consommateurs de drogue, des trafiquants ou d'autres criminels, et les équipes DDS recevaient une somme en guise de récompense pour chaque élimination. Lorsque l'attaque s'est étendue pendant la période présidentielle, elle est restée systématique, car elle est restée très organisée, planifiée et coordonnée. Des systèmes similaires à celui que je viens de décrire à Davao ont été déployés sous la présidence de Duterte pour mettre en œuvre ces assassinats. Mesdames les juges, vous pouvez voir certaines de ces fonctionnalités listées sur vos écrans. Comme ce fut le cas à Davao, les victimes étaient ciblées au motif qu'elles étaient accusées d'être des consommateurs de drogue, des trafiquants ou d'autres criminels. Le processus pour éliminer les cibles était souvent nettement similaire. Premièrement, les victimes étaient identifiées par des acteurs étatiques comme cibles et listées. Comme l'a souligné M. Jérémy, les cibles de grande valeur étaient souvent inscrites sur la liste du PRD. Les cibles des opérations de nettoyage de barangay figuraient souvent sur les listes locales de surveillance antidrogue telles que les listes des commissariats locaux. Deuxièmement, des cibles ont été tuées dans le cadre d'opérations dites d'application de la loi. La police tentait souvent de légitimer ces meurtres pour mettre en scène un non-laban ou une riposte afin de faire croire qu'ils avaient agi en légitime défense. Ils plantaient également des preuves telles que des drogues ou des armes à feu sur les corps des victimes. Et troisièmement, comme ce fut le cas à Davao, la police et ceux qui collaborent avec la police étaient souvent payés en récompense par meurtre. Ces meurtres n'étaient pas aléatoires ni fortuits. Bien au contraire, les cibles étaient pré-identifiées, listées, puis soumises à des opérations basées sur cette liste. Cela démontre clairement la nature systématique de l'attaque. Mesdames les juges, le dernier point que je voudrais faire à propos de l'attaque concerne le témoignage d'un expert spécialiste de la violence politique aux Philippines. Cet expert a analysé des données relatives aux affrontements armés entre le PNP et des suspects supposément armés. Il a comparé les données d'avant la présidence de Duterte à celles de la période précédente. Et sur la base de cette comparaison, il a constaté que durant les 25 premiers mois de la présidence de Duterte, le nombre de suspects tués par la police a augmenté de 590% à travers les Philippines. Ce constat se trouve à l'anglais 68. Mesdames les juges, vous avez entendu M. Jérémy parler de Bulacan, une province immédiatement au nord de la métropole de Manille, où Duterte a salué la mort de 32 civils lors d'opérations policières en 24 heures. L'expert a constaté qu'à Bulacan, les meurtres de la police ont augmenté de 1600% lorsque Duterte est devenu président. Je fais référence à l'anglais 121. L'expert en question a également comparé les données sur l'usage de la force létale par la police de Bulacan à celle d'autres pays et villes à travers le monde. Il a utilisé comme indicateur le nombre de meurtres commis par des policiers par 100 000 habitants. Le graphique sur vos écrans montre cette comparaison qui est encore à l'anglais 121. Les données sur Bulacan sont oranges, tandis que celles qui concernent les autres pays et villes sont bleues. La barre orange à gauche montre l'usage de la force létale par la police à Bulacan avant que Duterte ne devienne président. On peut voir qu'avec un taux de mortalité supérieur à 1, il était déjà relativement élevé. La barre orange à droite montre l'augmentation spectaculaire des meurtres commis par la police
à Bulacan après que Duterte soit devenu président. L'expert a conclu que, et je cite, « La seule explication plausible à un tel ratio extrême est une politique généralisée d'exécution extrajudiciaire. » Fin de citation. C'est également à l'onglet 121. Mesdames les juges, ceci m'amène maintenant à l'exigence relative à l'existence d'une politique pour ce qui concerne les crimes contre l'humanité visés par l'article 7. Mesdames les juges, l'attaque dans cette affaire a été menée dans le cadre d'une politique visant à neutraliser les criminels présumés par des crimes violents, y compris le meurtre. Cette politique était également connue sous le nom de formule de Davao ou modèle Davao. Vous avez entendu parler des origines de cette politique dans la ville de Davao et de la manière dont elle a été mise en œuvre par le gouvernement exécutif local. M. Nichols a expliqué comment Duterte, alors qu'il était maire de Davao, a créé l'escadron de la mort de Davao pour exécuter la politique et éliminer les criminels présumés. Les preuves établissant l'existence d'une politique d'État ou d'organisation dans cette affaire sont exposées au paragraphe 77 à 84 de notre mémoire. Comme la politique et le plan commun visaient tous deux à neutraliser les criminels présumés par des crimes violents, il existe un certain chevauchement entre les preuves établissant les deux éléments. Je vais exposer une partie de ces preuves en discutant de la politique et plus tard en discutant du plan commun. Ces preuves comprennent les nombreuses déclarations publiques et les nombreux discours de Duterte exposant sa politique. Ils comprennent également la circulaire du mémorandum de commandement que M. Jérémy a mentionné plus tôt, des témoignages, discours et déclarations d'autres co-auteurs, le haut niveau de coordination entre les acteurs étatiques, commençons par le discours ou les discours de Duterte lui-même. Mesdames les juges, Duterte n'a jamais caché cette politique, comme le montrent les références dans notre mémoire à ses nombreux discours exposant la politique. Il a prononcé ces discours en tant que maire de Davao, en tant que candidat à la présidentielle, puis en tant que président des Philippines. Un exemple de discours prononcé par Duterte en sa qualité de maire a eu lieu lors d'une réunion sur la paix et l'ordre à Davao en octobre 2015. Onglet 13. Je vous préviens, je vous accorde 48 heures. 48 heures. 48 heures à ceux qui distribuent les drogues dans le boulevard. Je vous donne 48 heures. Si je vous vois, je vous tuerai alors. Ce sont les propos tenus par Duterte lui-même, et je cite, « Je vais te tuer, c'est la seule formule qui a fonctionné dans ma ville. » Fin de citation. Je vous renvoie à l'onglet 133. Je vais vous le dire de façon directe, je vais vous tuer. C'est pour cela que je suis devenu président. C'est la seule formule qui a fonctionné dans ma ville. Mesdames les juges, vous vous rappellerez peut-être qu'hier, M. Nichols a diffusé une série de discours de la campagne présidentielle de Duterte. Je souhaite prendre un instant pour réfléchir à certaines des caractéristiques clés de ces discours qui se trouvent aux onglets 8, 12 et 14. Premièrement, Duterte disait fréquemment que s'il était élu président, il mettrait fin à la drogue et aux crimes aux Philippines en 3 à 6 mois. Il faisait fréquemment référence à son expérience à Davao, où il admettait avoir tué des criminels. Il a dit que s'il était élu, il ordonnerait à l'armée et à la police d'en faire de même à l'échelle nationale. Et il a expressément déclaré que cela impliquerait
des meurtres. Mesdames les juges, les discours de Duterte montrent clairement qu'il existait une politique visant à neutraliser les criminels présumés par des moyens violents, y compris le meurtre. Et Duterte n'était pas le seul membre du plan commun à diffuser la politique par des discours et des déclarations publiques. Dans cette vidéo, qui se trouve à l'onglet 9, le co-auteur, M. De La Rosa, s'adresse à une foule de drogués autoproclamés à Bacolod City et les exhorte à tuer des barons de la National drogue. Police Chief Ronald De La Rosa's rhetorics were far from toned down, as he told hundreds of self-confessed drug users and pushers in Bacolod City to kill drug lords. Je suis sûr que vous savez qui sont les barons de la drogue. Vous voulez les tuer? Les tuer? Vous pouvez les tuer. Sinon, vous êtes la victime. Allez-y. Versez de l'essence sur leurs maisons et incendiez-les. Monsieur De La Rosa a prononcé ce discours le 25 août 2016. À cette époque, il était le chef de la police nationale philippine. Mesdames les juges, l'existence de cette politique est également démontrée par la directive de police dont M. Jérémy a parlé plus tôt, la circulaire du mémorandum de commandement numéro 16-2016. Je vous renvoie à l'onglet 112. Comme la Chambre l'a entendu hier, le lendemain de l'arrivée de Duterte à la présidence, il a nommé son ami et collègue de longue date de Davao, son co-auteur, Ronald De La Rosa, chef de la police nationale philippine. Le même jour, De La Rosa a officialisé la composante antidrogue de la politique en émettant cette directive aux 180 000 policiers sous son commandement. La circulaire ordonnait à la police de poursuivre la neutralisation des personnalités des drogues illicites. Comme M. Jérémy l'a exposé, les preuves montrent qu'au sein des forces de l'ordre, neutraliser signifiait et était compris comme signifiant tuer. Mesdames les juges, la circulaire du mémorandum de commandement montre qu'il existait une politique de neutralisation par des crimes violents tels que le meurtre. Je vais à présent passer à la deuxième partie de ma présentation, qui porte sur la responsabilité pénale individuelle de Duterte. Les preuves de l'accusation à ce sujet sont exposées au paragraphe 5 à 70 de notre mémoire. L'accusation allègue que Duterte a coperpétré indirectement les crimes, ordonné et ou provoqué les crimes, a apporté son aide ou son concours à la commission des crimes. Aujourd'hui, par souci de temps, je vais me concentrer sur la coperpétration indirecte, la coaction indirecte, et nous appuyons sur notre mémoire pour les autres modes de responsabilité. Mesdames les juges, Duterte est un co-auteur indirect des crimes présumés parce que, premièrement, il a accepté d'adhérer à un plan commun visant à neutraliser les criminels présumés. Deuxièmement, ses co-auteurs et lui contrôlaient conjointement une structure de pouvoir, à savoir l'escadron de la mort de Davao et le réseau national, qu'ils utilisaient pour poursuivre le plan commun. Troisièmement, Duterte a apporté une contribution essentielle au crime dans le cadre du plan commun. Et quatrièmement, il a fait cela avec l'intention requise. Vous pouvez voir sur votre écran un extrait du paragraphe 4 du document contenant les charges qui définit la portée du plan commun, un plan visant à neutraliser des criminels présumés, y compris ceux qui sont perçus ou présumés associés à la consommation, la vente ou la production de drogue par des crimes violents, y compris le meurtre.
Comme l'a dit M. Nichols, M. Duterte et ses co-auteurs ont convenu de ce plan à Davao. Vous avez des photos de ceux qui étaient impliqués. C'est un mélange de personnalités de confiance de la police, un individu du Bureau national d'enquête de la région de Davao, un individu du bureau du maire et un avocat qui agissait au nom de certains membres de l'escadron de la mort. En 2016, lorsque M. Duterte est devenu président, les membres participant à ce plan commun sont restés les mêmes. Ils ont été rejoints par d'autres individus, un officier supérieur de la police et un collègue de longue date du groupe de Davao qui avait travaillé avec l'escadron de la mort pendant la période de visée. Mesdames les juges, je vais vous présenter certaines preuves qui concourent à la portée du plan commun et la participation des co-auteurs. Pour des besoins de temps, je vous parlerai de certains co-auteurs et pour le reste, vous vous référerez à notre mémoire au paragraphe 9 à 23. À l'image, vous avez M. Ronald Bato de la Rosa, qui était chef de la police à Davao. Il a mis sur pied les opérations Tokan. C'était le modèle qui a servi pour mettre en œuvre les meurtres pendant la période présidentielle. Lorsqu'il a été annoncé comme chef de la police nationale par M. Duterte en mai 2016, M. de la Rosa a donné cette interview en anglais 101 qui montrait qu'il était d'accord avec le plan commun. Meurtre au nom de la drogue. S'agit-il vraiment de meurtre au nom de la drogue? Vous êtes des barons de la drogue. Préparez-vous parce que je vais vous écraser. Sur cette diapositive, vous avez une photo de Isidro La Peña. Comme M. de la Rosa, M. de la Peña était bien connu de M. Duterte puisque lui aussi avait travaillé comme chef de la police à Davao de 1996 à 1998. En 2016, M. Duterte a nommé M. La Peña comme directeur de l'Agence philippine de lutte contre la drogue, au PDEA. C'est l'agence principale de lutte contre la drogue aux Philippines. 2 jours après que M. La Peña ait pris service, il a prononcé un discours devant ses subordonnés et voilà un extrait de ce discours à l'écran. Sous le maire de l'époque, nous avons mis en œuvre une application stricte de la loi contre les activités illégales de drogue. Le président veut reproduire et étendre ce qui a été fait à Dao et c'est précisément ce que j'ai l'intention de faire. Fin des citations, c'est l'onglet 101. Comme M. de la Rosa, Vicente Danao était chef de la police à Dao pendant la période de la mandature de maire et dans son cas de 2013 à 2016. En novembre 2018, il a été nommé comme chef de la police au district de Manille et il a dit aux journalistes, je cite, « Si je découvre quelqu'un qui est impliqué dans le trafic de la drogue, en particulier ceux qui la distribuent ou la jettent alentour, enfoirés, je vous poursuivrai, je vous tuerai. Je le dis très clairement, fils d'enfoiré. » Fin de citation. Lorsque M. Duterte est devenu président, il a nommé Vitaliano Aguirre II. Monsieur Aguirre a également reconnu publiquement ce plan commun et son accord en tant que membre de l'administration de M. Duterte. Que souhaitez-vous? Nous construisons les prisons ou alors nous poursuivons ces gens. C'est vous qui choisissez. Si vous êtes aux Philippines, nous choisirons de tuer ces barons de la drogue. Fin de citation. Aux Philippines, nous choisirons de tuer ces barons de la drogue. Fin de citation. C'est l'onglet 125. Mesdames les juges, ces discours des co-auteurs montrent à la fois la portée du plan commun et l'accord
des co-auteurs à ce sujet. Mesdames les juges, le prochain élément de la coaction indirecte est le contrôle d'une structure de pouvoir. Pendant qu'il était maire, M. Duterte et les co-auteurs contrôlaient l'escadron de la mort dont ils se sont servis pour mener à bien leur plan commun. Vous avez un diagramme de la structure de l'escadron de la mort sur votre écran. En tant que maire de Davao, M. Duterte était au sommet de la pyramide. Il donnait des instructions et il avait une supervision, un contrôle de la police à Davao City. Et des témoins initiés ont parlé de son pouvoir de facto sur la police et la structure de l'escadron de la mort. Sous M. Duterte se trouvait un ensemble de co-auteurs du bureau de la police au bureau du maire. Et avec M. Duterte, il contrôlait les équipes de l'escadron de la mort sous leur autorité. Il contrôlait la volonté des co-auteurs par divers mécanismes qui sont énoncés au paragraphe 38 de notre mémoire. Parmi ceux-là, il y avait des menaces de mort et un meurtre réel. La torture également pour avoir essayé de quitter le groupe. Pour illustrer ce contrôle, vous avez à l'écran la citation d'un témoin. Ce témoin a dit que lorsqu'il lui a été demandé pour la première fois de commettre un meurtre, il ne voulait pas. Mais, je cite, « J'ai senti que je n'avais pas d'autre choix que de suivre leurs ordres. » Duterte est la personne la plus puissante à Davao et vous deviez faire ce qu'il voulait. Il n'était pas possible de faire autrement, de ne pas obéir à ses ordres. Fin de citation. Anglais 51. Lorsque Duterte est devenu président, les co-auteurs ont continué à contrôler cette structure de pouvoir. L'une des premières choses que M. Duterte a fait lorsqu'il est devenu président était de nommer ses co-auteurs de Davao à des postes nationaux au sein du gouvernement et des forces de l'ordre, qui étaient essentiels à la mise en œuvre de ce plan commun. Après avoir nommé M. De la Rosa comme chef de la police nationale des Philippines, M. De la Rosa s'est servi de ses nouveaux pouvoirs pour transférer les autres co-auteurs de la police à des postes de responsabilité clés au sein de la police. Et ces nouvelles nominations ont étendu les pouvoirs géographiques des co-auteurs, leur permettant de créer un réseau plus large d'individus qu'ils contrôlaient. Mesdames les juges, vous pouvez voir la structure de cette structure de pouvoir à l'écran. Vous avez les co-auteurs qui contrôlaient l'exécutif, la police, l'Agence nationale de lutte contre la drogue, le Bureau national d'enquête et le ministère de la Justice. Ils se sont servis de ce contrôle pour s'assurer que leurs subordonnés exécutaient leur plan de neutraliser des criminels présumés par des crimes violents. Par exemple, en tant que chef de la police nationale des Philippines, M. De la Rosa contrôlait maintenant près de 180 000 policiers qui, comme vous l'avez entendu, il a instruit de neutraliser des personnes impliquées dans le circuit de la drogue. Monsieur La Peña contrôlait désormais 1800 membres du personnel de l'Agence philippine de lutte contre la drogue et il se servait de leurs subordonnés pour commettre les crimes. Monsieur Aguirre, en tant que secrétaire de la justice, avait maintenant contrôle sur les services nationaux des procureurs et il s'en est servi pour s'assurer que, à l'exception de quelques responsables de Baran, les crimes ne soient pas poursuivis et qu'un climat d'impunité règne. Les co-auteurs contrôlaient la volonté des responsables physiques. Comme à Davao, les membres au bas de l'échelle risquaient de perdre leur travail ou même d'être tués s'ils ne se conformaient pas aux ordres. Par exemple, vous verrez le témoignage d'un témoin de la police qui dit « Si nous ne tuons pas des gens pendant la période, je serai relevé de mes fonctions. » C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de meurtre enregistré, il serait relevé de son poste. Fin de citation.
Anglais 124. Now on your screens is the Sur votre écran maintenant, le témoignage d'un individu que la police suspectait d'être impliqué dans le trafic de drogue. Il s'est rendu à la police pour éviter d'être tué. held his status as an alleged drug pusher against him. Les policiers se sont servis de sa possible implication dans le trafic de drogue pour le recruter. Et il a dit, je cite, « Je me suis livré à eux, je sais qu'ils voulaient me tuer, alors je suis devenu pour eux un atout. » Fin de citation, Anglais 22. Your Honours, I will now turn to a Mesdames les juges, je vais passer maintenant à l'exigence d'une contribution essentielle. Monsieur Duterte a apporté une contribution essentielle au crime commis dans le cadre du plan commun. Et l'accusation a répertorié 10 de ces contributions essentielles dans les paragraphes 44 à 58. Et plusieurs d'entre eux ont déjà été abordés dans les présentations du jour. Par exemple, M. Nichols a expliqué comment M. Duterte avait conçu et disséminé sa politique, ce qui correspond au point des diapositives. Point B, M. Duterte a mis sur pied et supervisé l'escadron de la mort. Je vais mentionner le point E. C'est la nomination de personnel à des postes clés essentiels pour la commission des crimes. Mr. Jeremy has spoken about Monsieur Jeremy a parlé du point J, c'est-à-dire comment M. Duterte a nommé des cibles de grande valeur qui ont par la suite été tuées. Et tous les membres de l'accusation ont discuté du point H, c'est-à-dire les déclarations publiques de M. Duterte autorisant, cautionnant et encourageant le meurtre. Mesdames les juges, sans la contribution essentielle de M. Duterte, les crimes visés n'auraient pas été commis ou alors d'une manière totalement différente. Nous pouvons le voir dans les témoignages des personnes au bas de l'échelle de l'escadron de la mort et du réseau national qui ont affirmé que l'influence de M. Duterte a eu un effet sur la commission des meurtres. Vous voyez à l'écran le témoignage d'un auteur au bas de l'échelle qui a dit, je cite, « Je n'avais pas de souci à continuer à commettre des meurtres parce que de toute façon, on ne serait pas arrêté pour cela. » Fin de citation. a low-level police perpetrator during the presidential Un cadre de la police de bas rang pendant la période présidentielle a été interrogé sur l'impact des discours publics de M. Duterte, y compris lorsqu'il décidait de tuer quelqu'un, et il a répondu, je cite, « Cela a eu un effet pour moi parce que je me disais, bon, puisque le président lui-même est prêt à faire quelque chose comme ça, qui suis-je, moi ?» Fin de citation, c'est l'onglet 142. police officer Un haut gradé de la police pendant la période présidentielle, lorsqu'il a été interrogé sur la raison pour laquelle son unité a commencé à commettre des meurtres en juillet 2016, a dit, et je cite, « à cause de l'instruction du président ». Fin de citation. Anglais 120. Your Honours, from everything you have heard, Mesdames les juges, tout ce que vous avez entendu au cours des 2 derniers jours ne laisse aucun doute sur le fait que M. Duterte était averti de ce qui se passait et de ses intentions. Il avait l'intention de se livrer à la conduite visée. Il avait l'intention de commettre ces crimes. Il était au courant que ces crimes seraient commis comme résultante de la mise en œuvre du plan commun. M. Duterte était au fait des caractéristiques fondamentales de l'escadron de la mort de Duterte et du réseau national qui permettait aux co-auteurs de contrôler la volonté des auteurs physiques. Il était également au fait des circonstances factuelles qui permettaient aux co-auteurs de contrôler les crimes. M. Duterte le savait lui-même puisque c'est lui qui a mis sur pied l'escadron de la mort pour tuer des présumés criminels.
Il a plusieurs fois répété son intention de mettre en œuvre ce plan commun à l'échelle nationale s'il était élu président. Et une fois qu'il a été élu président, il a transféré ses co-auteurs de confiance de Davao à des postes nationaux clés. Et à mesure que le nombre de tueries augmentait, M. Duterte a poursuivi son plan. Il a félicité les 32 meurtres lors d'une opération à Bulacan. Il a lui-même désigné des cibles de grande valeur. Il a protégé la police. Et comme vous l'avez entendu, mesdames les juges, M. Duterte a reconnu plusieurs de ces faits. Your Honours, I will conclude my presentation. Je vais conclure mon propos en vous rappelant deux choses. La première, c'était la promesse lors de la campagne présidentielle de M. Duterte de mettre un terme à la circulation de la drogue et à la criminalité aux Philippines dans un délai de 3 à 6 mois. Deuxième chose, c'est la flambée des meurtres pendant les 6 premiers mois de sa présidence. Je mettrai un terme à la drogue et à la criminalité en 3 à 6 mois. Fin de citation. Ceci met un terme aux observations du procureur sur ce point. Avec les présentations sur le fond, Monsieur le procureur. Good afternoon, Madam President. Bon après-midi, Madame la Présidente, Mesdames les juges. Oui, cela est exact. Vous savez que vous avez encore du temps, oui? Yes, but we've hopefully been. Le procureur, oui, nous espérons avoir été suffisamment efficaces et nous en avons terminé. Donc maintenant, je donne la parole aux représentants légaux des victimes pour leur argument sur le fond. Vous avez la parole, Madame Assida. Merci Madame la Présidente. Notre présentation sera faite en 2 parties. Je vais aboutir avec ma présentation et cet après-midi, je suppose, mon confrère Andrés conclura la présentation. Juste pour savoir, Madame la Présidente, je comprends que j'ai 30 minutes dans cette session, c'est correct? Correct. Merci. Madame President, Your Honors. Madame la Présidente, Mesdames les juges, aujourd'hui, nous parlons au nom des milliers de victimes et de familles survivantes qui ont subi des préjudices incommensurables dans le cadre de la soi-disant campagne antidrogue menée sous l'administration du suspect, l'ancien président Rodrigo Roa Duterte. Nous prenons la parole au nom des familles qui ne peuvent pas être ici, des mères qui ont enterré leurs fils, des enfants qui ont perdu leurs parents, des époux ou des épouses qui élèvent désormais seuls leur famille, et des communautés qui ont vécu pendant des années dans la peur et le silence et qui continuent de subir les conséquences de la violence qui a balayé leur quartier comme une tempête. Ces victimes se présentent devant vous aujourd'hui non pas comme de simples statistiques ou figures lointaines, mais comme des êtres humains dont les droits en vertu du statut de Rome ont été violés de la manière la plus profonde qui soit. Cette procédure concerne ce qui a été qualifié de guerre de Duterte contre la drogue et de la sanglante guerre de Duterte contre la drogue. Toutefois, la campagne, comme je l'appellerai lors de ma présentation, portait moins sur la lutte contre le trafic de drogue illicite lui-même que sur la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Comme le montrent sans équivoque les preuves figurant au dossier, les individus ciblés par les opérations antidrogue de Duterte provenaient massivement de communautés défavorisées où la mobilité sociale est limitée et où les opportunités sont rares. La consommation de drogue, en particulier la méthamphétamine, localement appelée chabou, est souvent plus répandue dans les milieux
à faible revenu, où les gens peuvent se tourner vers des substances comme mécanisme d'adaptation à leurs conditions de vie difficiles. Dans ces communautés, les conditions structurelles, notamment l'absence de services de santé mentale adéquats, l'accès limité à une éducation de qualité, les opportunités d'emploi rares et le stress chronique associé à la pauvreté créent un environnement où la consommation de substances est plus susceptible d'apparaître. En conséquence, les schémas de consommation de drogue n'apparaissent pas dans le vide. Ils sont le reflet d'inégalités systémiques plus profondes et de schémas de marginalisation socio-économique de longue date. La campagne a touché de manière disproportionnée les pauvres et les marginalisés de la société, en particulier dans les quartiers informels urbains, marqués par des niveaux élevés de pauvreté. Alors que la rhétorique de la guerre se concentrait sur l'éradication des trafiquants et des consommateurs de drogue, ce sont les membres les plus vulnérables de la société, ceux qui disposaient du moins de pouvoir et de ressources qui se retrouvaient pris dans cette tourmente. Un nombre important de victimes avaient peu ou pas d'antécédents criminels, étaient souvent accusés par les autorités de comportements mineurs liés à la drogue ou à la consommation de drogue perçue. C'étaient des personnes vivant dans la pauvreté, traitées comme sacrifiables par un système qui n'a pas pu donner la priorité à leur protection ni à s'attaquer aux conditions structurelles sous-jacentes à leur lutte. Plutôt que de s'attaquer aux causes profondes de la dépendance aux drogues, telles que la pauvreté, le manque d'éducation, le chômage et les inégalités, l'administration Duterte a présenté la question comme étant un problème criminel en mettant l'accent sur l'application punitive et répressive plutôt que sur les réponses sociales. La réponse de Duterte a été une répression sélective et violente contre les plus vulnérables, représentant les conditions de marginalisation comme des motifs de ciblage criminel plutôt que comme des manifestations d'injustice sociale. Présentée en apparence comme une campagne contre les drogues illicites, cela reflète en réalité des dynamiques sociopolitiques plus larges, notamment le ciblage de communautés marginalisées, l'usage de la violence étatique et le détournement de l'attention des problèmes structurels plus profonds. Duterte est accusé, en vertu de l'article 7.1a du Statut de Rome, des crimes contre l'humanité tels que le meurtre et tentative de meurtre qu'il aurait commis entre le 1er novembre 2011 et le 16 mars 2019 dans la ville de Davao ou ses environs, pendant la période où il était maire de la ville, et à travers la République des Philippines pendant son mandat de président du pays. L'accusation a présenté de nombreuses preuves montrant que chacun des éléments contextuels des crimes contre l'humanité est satisfait au seuil requis pour la confirmation des charges. Pendant la période visée par les charges, l'escadron de la mort de Davao et le réseau national créé par Duterte pour commettre ces crimes ont mené une attaque contre la population civile, au sens de l'article 7.2a du statut, tel qu'en témoigne une conduite impliquant la commission de multiples meurtres et tentatives de meurtre. Les récits des victimes corroborent les témoignages et les éléments de l'accusation et montrent que les crimes qu'elles ont subis n'étaient pas des actes de violence spontanés ou fortuits, mais plutôt une attaque planifiée, dirigée et organisée contre elles. L'attaque était massive, menée collectivement avec une grande gravité et dirigée contre une multitude de victimes civiles. Les victimes étaient toutes des civils. Les opérations létales répétées ont été menées dans des résidences et d'autres lieux civils. Comme cela a déjà été indiqué, les victimes provenaient principalement de communautés marginalisées, soupçonnées par les autorités d'être impliquées dans des activités criminelles, souvent liées à la drogue,
Avec leurs familles, ces victimes ont été ciblées dans leur foyer et leur quartier. L'attaque fut généralisée et systématique. Nous vous renvoyons à l'annexe D et à l'annexe E du mémoire de préconfirmation de l'accusation. L'attaque était répandue en raison de sa nature à grande échelle et du nombre de victimes impliquées. À cet égard, le nombre de victimes affectées par les événements, inclus dans les charges, est l'un des facteurs les plus pertinents à prendre en compte pour déterminer, sous le chapeau de l'article 7.1 du statut, si l'attaque était généralisée ou systématique. La large étendue géographique des victimes, combinée en nombre important de victimes, confirme l'ampleur de l'attaque. Comme l'a clairement indiqué l'accusation hier et aujourd'hui, les cas de meurtre et de tentatives de meurtre figurant dans le document de notification des charges et dans le mémoire préliminaire au procès illustrent simplement un schéma beaucoup plus large de victimisation. En réalité, l'ampleur réelle de la victimisation dépasse largement les 49 incidents ayant touché 78 victimes présentées par l'accusation. L'accusation elle-même fait référence à des milliers de civils assassinés. Et rappelons-nous le contenu du paragraphe 73 du mémoire préliminaire de l'accusation, ainsi que les remarques de Mme Croft il y a 15 ou 20 minutes de cela. Selon Human Rights Watch, dans un rapport publié en 2022, depuis 2016, la police philippine a reconnu son implication dans la mort de plus de 6200 personnes lors de descentes anti-drogue à travers le pays. Dans un rapport de 2020, le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a rapporté 8663 décès survenus dans la guerre contre la drogue. La Commission des droits de l'homme des Philippines et des groupes nationaux de défense des droits de l'homme rapportent des bilans de morts 2 à 3 fois supérieurs à ceux de l'ONU. L'attaque était également systématique, bien planifiée et bien exécutée selon un modus operandi standard. Dans de nombreux cas, cela commençait par une personne recevant une visite ou un appel téléphonique d'un responsable du barangay local, l'informant qu'elle était sur une liste de surveillance de la drogue établie par les responsables du barangay et de la police. En pratique, ces visites servaient moins d'avertissement que de moyens de confirmer l'identité et la localisation de la cible visée. Comme l'a rapporté une victime, et je cite, « Un responsable du barangay a dit à mon mari de se rendre à la police parce qu'il était sur la liste de surveillance en tant que consommateur de drogue. Il avait arrêté de consommer des drogues des mois plus tôt, donc il n'y est pas allé. 2 semaines plus tard, 3 hommes armés, masqués, portant des gilets pare-balles sont arrivés chez nous, à Manille, et l'ont menotté. J'entendais mon mari supplier pour sa vie depuis l'extérieur de la pièce. Nous pleurions. Et l'autre homme armé a aussi menacé de nous tuer. Quelques instants plus tard, mon mari a été abattu. » Fin de citation. Les survivants, proches et voisins racontent constamment que des hommes armés, travaillant généralement en paire de 2 ou en groupe de 4, voire une douzaine. Ils portaient soit l'uniforme de la police, soit des vêtements civils, souvent entièrement noirs, avec le visage dissimulé par des coiffes de style cagoule ou des masques, des casquettes de baseball ou des casques. Ils portaient des pistolets. Une victime l'a expliqué en ces termes, et je cite. Le 6 juin 2017, vers 21h45, j'étais chez moi avec mon mari et nos enfants
qui dormaient à l'étage. 4 hommes non identifiés, portant casque et bonnet, sont arrivés à la maison à la recherche de mon mari. Ils ont défoncé la porte d'entrée. J'ai commencé à les supplier d'épargner la vie de mon mari. Les hommes m'ont repoussé. Mon mari a été touché à la poitrine et est tombé face contre terre. Allongé face contre terre, il a été touché 5 fois, de plus à la nuque et à la tête. Les enfants se sont réveillés terrifiés à cause des coups de feu. Fin de citation. Les assaillants se déplaçaient fréquemment à moto, généralement avec 2 personnes sur une seule moto. Souvent une camionnette, invariablement blanche ou noire, et parfois portant des marques associées aux véhicules de police, étaient également présentes. Ils ont frappé aux portes et fait irruption dans les pièces. Les assaillants ne se sont pas identifiés, ni n'ont délivré de mandat. Des membres de la famille ont rapporté avoir entendu des coups et leurs proches supplier pour leur vie. Je cite à nouveau les souvenirs qu'on a une des victimes. 5 hommes masqués, armés, ont fait irruption dans notre maison dans la province de Bulacan, où mon père jouait aux cartes. On pouvait le voir agenouillé en position de reddition. Les hommes l'ont saisi et projeté plusieurs fois contre un mur en béton, puis ils l'ont projeté dehors. On a vu la fusillade, on était juste là. Le visage de mon père saignait à force d'avoir été touché, et il les suppliait de leur faire. Il les suppliait lorsqu'ils l'ont abattu. Fin de citation. Une autre victime a dit ceci, et je cite. Mon père s'effondra au sol, mais essaya quand même de bouger, suppliant pour sa vie. Pourtant, l'homme continuait à lui tirer dessus. Je ne pouvais plus compter combien de fois, tellement j'avais peur. Nous avons aussi entendu des coups de feu successifs venant de l'extérieur. Plus tard, nous avons appris que 2 de nos voisins avaient aussi été tués. Fin de citation. La fusillade pouvait se produire immédiatement. Dans la rue ou à l'intérieur, où la victime était emmenée par les hommes armés, mais des coups de feu étaient entendus quelques minutes plus tard et le corps était découvert par les habitants locaux. Parfois, les corps étaient jetés ailleurs. Parfois, les mains attachées ou la tête enveloppée dans du plastique. Les proches les retrouvaient généralement après avoir été alertés par des policiers ou par les voisins. Une victime se souvient, et je cite, « 6 hommes masqués, armés, ont fait irruption dans ma maison, où un petit groupe dont plusieurs adolescents regardaient la télévision. Les hommes ont arrêté et battu 2 jeunes garçons qu'ils croyaient suspects de drogue, puis les ont emmenés à moto. Une demi-heure plus tard, après avoir eu des nouvelles d'un policier en uniforme, nous, c'est-à-dire les proches, nous sommes précipités vers un pont voisin pour trouver leurs corps, tous 2 blessés par balle à la tête, les mains attachées avec du tissu. Les hommes armés étaient toujours sur les lieux, tandis que la police en uniforme bouclait la zone. Une autre victime a raconté ceci, et je cite, « Une semaine après la mort de son frère, 10 policiers, certains en civil, ont arrêté mon autre fils et l'ont emmené au bureau local du barangay. Ce soir-là, des hommes masqués l'enlevèrent du bureau du barangay. Peu après, son corps a été retrouvé sous un pont à un coin de maison. Quand nous l'avons trouvé, nous avons vu que sa tête entière avait été enveloppée dans un ruban adhésif et que ses mains étaient attachées dans le dos. Il avait été abattu à la bouche, à la manière d'une exécution. » Fin de citation. Et une autre victime d'ajouter,
Et je cite, The body le corps seemed like it was semblait brushed all simplement out. jeté. The nails were removed. Les clous ont One été elbow retirés, was missing. un œil Staff manqué, had cut off. bourré de coton. End of quote. Fin de citation. Relatives and witnesses Des proches et des also saw témoins ont souvent vu des policiers en uniforme dans les environs immédiats de l'incident, securing the sécurisant le périmètre. special crime scene Les enquêteurs investigators spéciaux sur la scène de crime arrivaient généralement en quelques minutes. in numerous cases, Dans de nombreux an cas, unregistered 38 or 45 caliber gun un canon de calibre 38 ou 45 non enregistré et un paquet de chabous ont été découverts à côté du corps. and instead of fleeing from Et the au lieu de police, fuir la police, les hommes armés se mêlaient à eux. as one of the victims Comme l'a described, décrit une des victimes, et je cite, on 7 June 2018 le 7 morning, juin 2018, le matin, j'étais chez moi quand j'ai vu mon fils revenir de son travail on the opposite de side, l'autre côté de la rue. suddenly, Soudain, I saw 8 j'ai vu policemen, 8 policiers, 3 in 3 uniform, en uniforme 3 in et civilian. 5 en civil. 2 of them, 2 d'entre eux ont traversé la rue. they took my son Ils ont pris mon and fils banged his head et lui against ont the cogné wall. la tête contre le mur. They accused him Ils l'ont of selling accusé de shot. vendre du chabou. He denied. Il a nié. He was then taken to the Il door a of the ensuite été house. conduit à la porte de la He maison. was shouting, Il criait Mama, « Maman, help me." aide-moi !» I took a piece of wood J'ai pris un and morceau de one. bois et j'ai frappé un policier. Suddenly, Soudain, policeman un pointed policier the a gun pointé against l'arme my de son. sur mon fils. He shot twice. Il tira 2 fois, He had, à la tête et à la poitrine. while in shock, Sous le choc, j'ai vu un policier déposer 4 paquets de chabou and the gun et une arme around autour du corps de mon of my fils. son. End of quote. Fin de citation. The same account of another victim who simply recalled Idem s'agissant d'une autre victime qui se souvient de la chose suivante, was et only je cite, 19. après la fusillade de mon fils qui n'avait que 19 ans, la police en uniforme m'a montré son corps dans la maison, ainsi qu'un pistolet de calibre 45 à côté de son corps. Je leur ai dit que mon fils ne pouvait pas se permettre et ne possédait pas une arme à feu, et qu'il ne pouvait donc pas avoir tenté de tirer sur la police. J'ai dit qu'il ne pouvait même pas payer le loyer. C'est sa sœur qui payait son loyer. Fin de citation. À l'occasion, les victimes étaient encore vivantes lorsqu'elles étaient retrouvées par les proches et transportées à l'hôpital où elles succombaient plus tard à leurs blessures. Les survivants racontent la terreur et le sentiment persistant d'être encore chassés. Ils l'ont décrit de la manière suivante, et je cite, « En septembre 2016, un policier se faisait passer pour un client et montait à bord de mon tricycle. Il m'a demandé de passer devant le commissariat. Là, j'ai été arrêté par un groupe d'hommes qui se sont transformés en policiers. J'ai été emmené au commissariat, battu et forcé de révéler l'identité des trafiquants. Je ne savais rien. Plus tard, dans la soirée, j'ai été emmené dans un endroit sombre et on a tiré sur moi à plusieurs reprises. Malgré mes blessures, j'ai réussi à m'échapper et à sauver ma vie. J'ai encore les conséquences de mes blessures et je ressens une profonde tristesse, colère et j'ai peur d'être à nouveau arrêté. Fin de citation. Un autre survivant raconte ce qui suit. Je cite, « Ils ont tué mes 4 amis à genoux et sans défense. J'ai entendu une rafale de coups de feu, des voix et un policier disant « Laisse tomber ». Disons qu'ils se sont défendus et laissant les preuves. Je me suis allongé à côté de l'un de mes amis en faisant semblant d'être mort. Quand les policiers armés sont partis, je me suis sorti de cette pièce en rampant et je me suis dirigé vers le bord du ravin. Tenant ma poitrine d'une main pour arrêter le saignement, j'ai glissé vers le bas et je suis tombé sur le lit du ruisseau. Je l'ai traversé, gravi la colline de l'autre côté et marché vers l'autoroute. Là, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais et je l'ai supplié désespérément de m'aider. Fin de citation.
Bien que les charges ne concernent que les crimes de meurtre et des tentatives de meurtre, les témoignages de victimes révèlent également de nombreux actes de torture, de mauvais traitements et de viol. Les jeunes étaient particulièrement exposés à la torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants, y compris des arrestations illégales. Un certain nombre de victimes ayant autorisé à participer à cette procédure étaient mineurs lors des tentatives de meurtre. Un exemple est le neveu qui avait moins de 18 ans au moment où il a été assassiné. Ce matin, M. Jérémy nous a donné l'exemple de Kian de los Santos qui avait à peine 17 ans au moment où il a été abattu. Les formes de torture signalées comprennent des coups, des passages à tabac, des coups de pied, des gifles, des coups à la tête, des électrocutions et des menaces de mort. À plusieurs reprises, les forces de l'ordre ont utilisé des arrestations, des inclusions sur la liste de surveillance de la drogue et des accusations liées à la drogue comme outils de coercition pour commettre des viols et d'autres formes de violence basées sur le genre. En septembre 2018, un jeune garçon a été emmené par la police et amené au commissariat. Sa mère a raconté la chose suivante, et je cite. Au commissariat, il a été à plusieurs reprises contraint d'avouer un crime dont il était accusé. Si tu n'admets pas, ta vie en sera le prix, le menaçait-il. Lorsqu'il a refusé d'avouer, il a été battu avec une arme à feu et électrocuté. Dans la nuit du 16 septembre 2018, entre 9h et 10h, j'ai reçu un appel téléphonique de mon cousin me conseillant d'aller dans un certain endroit à Manille. Ce que j'ai vu là était un cauchemar. Mon fils avait été abandonné comme un animal, son corps sans vie, gisant sur le boulevard, abandonné comme un poisson au bord de la route. Je me suis précipité sur les lieux, mais la police m'a bloqué. Je n'avais même pas le droit de toucher ou d'embrasser le corps de mon fils. Même dans la mort, mon fils n'a pas été traité avec dignité. C'était comme s'ils avaient jeté mon fils dehors comme un cochon. Je l'ai finalement trouvé à la maison funéraire où j'ai dû payer pour récupérer le corps. Je n'avais rien. Je marchandais comme si j'achetais du poisson. Au final, j'ai payé environ 45 000 pesos pour emmener le corps de mon fils et l'enterrer. Je me demande maintenant, est-ce que la justice sera un jour rendue? La greffière d'audience, il vous reste 5 minutes, maître. Maître Massida, poursuivons. Les rapports officiels de police sur ces incidents invoquaient invariablement la légitime défense pour justifier les meurtres, et ce malgré les témoignages oculaires qui présentent ces meurtres comme des meurtres de sang-froid commis par des individus non armés. Pour étayer leurs affirmations, la police a régulièrement placé des armes, des munitions usagées et des paquets de drogue à côté des corps. Bien que ces récits officiels contrastaient fortement avec ceux fournis par les proches, ils étaient remarquablement cohérents entre eux, caractérisant généralement les incidents comme des opérations anti-drogue buy-bust, différents peu à part les noms, lieux et dates. La victime était invariablement décrite comme un dealer qui tentait de vendre de la drogue à des agents infiltrés en civil menant une opération de buy-bust. Des unités locales spécialisées anti-drogue, appelées unités spéciales d'opération spéciale anti-drogue de la station, étaient généralement impliquées. Selon des rapports, ou les rapports, la victime, après avoir été arrêtée, souvent menottée, aurait sorti une arme et tenté de tirer sur la police. Dans chaque cas, la victime a été tuée et aucun des agents ayant procédé à l'arrestation n'a été blessé. Dans la plupart des cas, la police a rapporté
avoir trouvé du chabou sur le corps de la victime ou à côté, et parfois une arme à feu aussi. Souvent, après le meurtre, les corps des victimes étaient directement amenés dans les salons funéraires. Les familles devaient alors commencer leur calvaire pour retrouver le corps de leurs proches et payer des frais élevés pour récupérer le corps. La victime A, / 582/25, a dû vendre sa maison pour payer les funérailles et l'enterrement de son frère. Parfois, les corps étaient laissés dans la rue ou jetés dans l'eau dans un sac plastique. Je crois que le moment est opportun pour m'arrêter là. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Maître Massida. Nous allons maintenant suspendre l'audience et nous reprendrons à 14 heures. Je vous remercie beaucoup. All rise, veuillez vous lever.